Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. La révolution médiatique a profondément altéré notre manière de communiquer, redéfinissant la place cruciale qu'occupe l'opinion publique dans notre société. Jamais auparavant son influence sur les décisions et la réputation des entreprises ainsi que de leurs dirigeants n'a été aussi déterminante. L'avènement des médias numériques et des plateformes sociales a créé un paysage de communication dynamique où l'information circule à une vitesse vertigineuse. Les entreprises sont confrontées à de nouveaux défis et opportunités en matière de communication. Ainsi, la révolution médiatique a instauré une ère où la transparence, l'engagement avec le public et la gestion proactive de l'image sont devenus des impératifs. Les entreprises doivent s'adapter à ce nouveau paradigme de communication, en intégrant les canaux numériques, en mettant en place des stratégies de communication réactives et authentiques pour naviguer avec succès dans ce paysage médiatique en constante évolution. Catherine Kianci nous convie à plonger au cœur de cette révolution médiatique qui ouvre de nouvelles perspectives pour les organisations, incitant leur public à découvrir un espace authentique et impactant au sein de leur structure. Que ce soit à travers la vidéo, l'audio, le blog, ces divers outils de communication offrent l'opportunité de devenir maître de son contenu, permettant ainsi de se démarquer de manière distinctive. Catherine nous partage son expérience dans le monde des médias, des conseils éclairés pour la création d'un média d'entreprise visant à atteindre efficacement le public ciblé en ouvrant de nouveaux horizons. Bonjour Catherine, comment vas-tu ? Bonjour François, je vais très bien. Je suis enchantée d'être là avec toi aujourd'hui. Oui, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était justement quand tu préparais le sommet des entrepreneurs du sensible et que tu avais eu la gentillesse de m'interviewer sur la question du podcast. Et cet événement a eu lieu en décembre l'année dernière, donc c'est pas si vieux que ça, il y a un peu plus d'un mois. Exactement. Okay. Et tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement ? Oui, bien sûr. Donc c'était la 3e édition de ce sommet. La première édition avait eu lieu en 2020, la deuxième en 2021. On n'avait plus depuis 2 ans et demi. Et cette année-ci, en fait, il était vraiment consacré aux médias mis au service du business. Alors, évidemment, je pense que pourquoi entrepreneur du sensible, business, je vais peut-être en 2 mots expliquer ça. En fait, moi, je travaille vraiment à la jonction de ce que j'appelle mes 3M, donc les médias, le monde de l'invisible et le monde des affaires. Et donc, l'idée ici, vraiment, là, j'avais décidé cette année-ci de vraiment axer le sommet sur les médias, en fait. Et comment est-ce qu'on met son média, podcast, chaîne YouTube, livre, événement digital, au service de son entreprise. Alors, c'est pour ça que je t'ai invité, c'est parce que justement, les médias, le monde du média est en pleine transformation. Il y a plein de choses qui se passent, etc. Toi, tu as écrit un livre d'ailleurs là-dessus ? Oui. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Réunir la matière et le monde de l'invisible dans votre entreprise » et qui porte comme sous-titre « Et comprendre comment le diffuser au travers des médias ». Et quand tu parles de changement, moi, je vais même un peu plus loin que ça. Je parle notamment dans mon livre de révolution médiatique, François. Qu'est-ce que je veux dire par la révolution médiatique ? Je ne sais pas si tu te souviens, il y a une époque où nous n'avions pas de smartphone. Peut-être il y a même certaines personnes qui nous écoutent qui n'ont jamais connu cette époque-là. Oui, tout à fait, oui. Et à cette époque-là, c'était beaucoup plus compliqué de faire du média qu'aujourd'hui. Moi, quand j'ai fait mes études, parce que j'ai une formation de communication journaliste à la base, quand j'ai fait mes études à Bruxelles, il y avait pas tout le monde ne pouvait pas, enregistrer des podcasts, tourner des vidéos. On n'en était pas encore, je dirais, dans cette démocratisation qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je parle d'une révolution médiatique, parce que cette démocratisation des médias, cette possibilité aussi technique, tous ces accès à ces différents médias qu'on n'avait pas avant et qui a aussi mené à la création de nouveaux médias, a en fait pour moi complètement modifié notre manière de consommer l'information en fait. Puisque tu sais, avant, quand j'ai fait mes études de journalisme, il y avait vraiment comme un aura comme ça, je ne sais pas s'il existe toujours, mais autour du journaliste, tu vois, c'était, moi je me rappelle, c'est quelque chose qui m'avait fortement marqué au début de mes études, puisque tu dis bien qu'au niveau technique, je ne maîtrisais pas du tout tous les paramètres techniques quand j'ai démarré, et donc je me souviens que ça m'avait très fortement marqué, à quel point
en fait, les personnes que j'interviewais, les personnes que je filmais changeaient d'attitude à partir du moment où il y avait une caméra qui était braquée sur eux parce qu'on n'avait pas l'habitude. En fait, on pouvait pas tous être filmés à n'importe quel instant avec un téléphone, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je parle de révolution médiatique. C'est parce que vraiment, aujourd'hui, tout le monde peut faire du média, François. D'accord. Après, est-ce que tous les médias sont de qualité? Ça, c'est une autre question. Mais avant, il n'y avait pas cette possibilité de faire du média pour n'importe quel individu ou même pour n'importe quelle entreprise. Donc tout ça, ça doit changer la donne pour les entreprises sur leur stratégie de communication, Ah ben clairement. parce que ça doit donner de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, que tu parlais du podcast, mais YouTube et compagnie, etc. Avant, c'était quand même très limité, c'est-à-dire qu'il y avait la presse papier, il y Oui, avait la télévision, entre guillemets, et puis la publicité. oui, C'était peut-être les trois éléments principaux, etc. Aujourd'hui, on voit dans le tourisme, il y a des influenceurs, mais enfin pas que dans le tourisme d'ailleurs. bien sûr. Moi-même, j'ai lancé un podcast, alors que je ne viens pas d'une école journalistique, etc. Donc aujourd'hui, ça change la donne. De quelle manière et qu'est-ce que ça permet justement aux entreprises? Je dirais que ça permet, c'est au-delà de créer un média, pour moi, c'est d'être son propre média. Tu vois, donc c'est vraiment d'être pourvoyeur de sa propre information. Si tu parles notamment du tourisme, je vais prendre cet exemple-là, mais ça peut être applicable à plein d'autres entreprises. Si je prends l'exemple du tourisme, ça permet de pouvoir, par exemple, créer sa propre chaîne YouTube où on va aller créer peut-être des épisodes, des rendez-vous, on va présenter, je sais pas, moi je pense pour une chaîne d'hôtels, différents hôtels qu'on peut avoir, différents services qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on propose comme expérience client. Tu vois, donc c'est vraiment, oui, en effet, ça change la donne dans le sens où on devient maître de sa propre information. Hmm. Contrairement, si je reprends ce que tu disais avant, donc comme tu disais, il y avait la télé, il y avait la radio, il y avait la presse écrite, on attendait en fait pour être dans les médias d'être choisi, contacté par un journaliste pour que notre entreprise, notre cœur de métier soit mis en avant. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire nous-mêmes et donc fatalement de le faire comme on le souhaite aussi. C'est intéressant ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le service communication d'une entreprise a besoin de nouvelles compétences. Parce que ce que je me rends compte aussi, c'est qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, etc., on se rend compte quand même que certains réseaux sociaux sont en perte aussi de dynamique. Mhm. Ça veut dire qu'il y a d'autres médias qui prennent le dessus. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Qu'est-ce que tu as observé, toi? C'est intéressant que tu me lances sur les réseaux sociaux parce que j'ai un avis qui va peut-être paraître particulier pour tes auditeurs. Et je vais le dire et puis je vais le nuancer. Pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas des médias. Là, il y en a qui vont hurler, qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Mais je vais nuancer. Parce qu'en fait, pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas des créations médiatiques. Donc, ce que j'entends par création médiatique, pour moi, ton podcast est une création médiatique, mon livre est une création médiatique, mon sommet est une création médiatique. Les réseaux sociaux, pour moi, sont des moyens de propulser nos médias. Alors, je vais nuancer dans le sens où tu te rappelles que dans le sommet, j'avais fait intervenir une spécialiste d'Instagram et une spécialiste de LinkedIn. C'était tout à fait voulu, mais je ne les ai pas choisis par hasard. Je les ai choisis toutes les deux parce que pour moi, la manière dont elles traitent leurs réseaux sociaux, respectivement Instagram ou LinkedIn, c'est une création médiatique en fait. À savoir, si je prends l'exemple d'Elodie sur Instagram, il y a vraiment une réflexion évidemment sur le fond, mais aussi sur la forme. C'est vraiment un peu comme toi. Il y a vraiment une réelle ligne éditoriale par rapport à ton podcast. Moi aussi, dans mon sommet, bon, c'est différent parce qu'un sommet digital, c'est un momentum, ça dure quelques jours. Toi, on est plutôt sur un temps long. Quand on fait un événement digital, sommet, congrès en ligne, peu importe, on est sur un temps court. C'est pas du tout. Enfin, si tu veux, je pourrais creuser davantage ça si ça t'intéresse. Mais en tout cas, pour rester dans le cadre de la question que tu me posais, euh, quelque part, il y a une réelle, enfin pour moi, je vais prendre l'exemple, que ça soit Anan avec LinkedIn ou Elodie avec Instagram, elles travaillent vraiment leurs réseaux sociaux comme des médias en fait, comme des créations médiatiques. Et donc, en effet, où je pense que les réseaux sociaux, et après c'est à chaque entreprise de sentir quel est le ou les réseaux sociaux qui sont adaptés pour eux, parce que moi je n'ai pas la croyance qu'il faut être partout, j'ai pas la croyance qu'il faut être sur tous les réseaux, que ça soit TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Je pense que c'est surtout important d'être où
peut-être pour un solopreneur, où est-ce que ça vibre pour lui, où est-ce que c'est juste, et de manière générale, aussi bien pour un solopreneur que pour une entreprise, où est la cible, en fait, où sont ses clients. Et donc, quelque part, une fois qu'on a choisi son réseau social, pour moi, c'est un super vecteur, ces réseaux, ce sont des super vecteurs pour diffuser son média, son podcast, sa chaîne YouTube. Regarde-toi, d'ailleurs, on en parlait un petit peu avant quand on préparait tous les deux. Tu relais ton podcast aussi bien sur LinkedIn que sur Instagram et je pense sur Facebook aussi. Tu vois? Oui, tout à Donc, fait. je ne sais pas si tu veux que je creuse davantage ou si c'est assez clair la distinction que je fais entre les deux. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ces réseaux sociaux, c'est des plateformes de distribution d'une certaine manière. Oui, je l'avais jamais dit comme ça, mais ça me parle. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Alors que nous, quand on dit média, par exemple le podcast, c'est vraiment de travailler sur une ligne éditoriale, ok, bien précise, qui définit l'identité de la marque de la personne, ok, et ensuite son discours. Oui. Hein. Ouais. Et puis son identité, sa personnalité, sa singularité, qui elle est, ce qu'elle représente, et ensuite les gens adhèrent ou pas. Mais ensuite, ce podcast qui a été publié, etc., on utilise les réseaux sociaux pour le faire connaître et lui donner plus de visibilité ou Oui. à des gens qui ne le savent pas forcément ou quoi que ce soit. Mais tu sais, C'est je peux ça? te donner, oui, tout à fait. Je vais pour illustrer davantage, je vais utiliser l'exemple de mon sommet, puisque c'est en plus là-dessus que tu as ouvert l'interview. En fait, il y a aussi pour moi quelque chose de l'ordre de, c'est ton propre cocon, c'est ton propre espace dans lequel tu invites les gens, tu vois. Donc, quelque part, rappelle-toi le sommet. Donc, il a été, évidemment, j'en ai fait la promotion, ou canal de distribution, comme tu dis, sur les réseaux sociaux. Les intervenants, dont toi, l'ont fait aussi sur les canaux qui sont leurs canaux de communication. Et donc, en gros, si tu veux, typiquement dans l'exemple du sommet, on va prendre LinkedIn, mais c'est valable pour d'autres réseaux. LinkedIn m'a permis de ramener des personnes vers le sommet, qui était un espace où moi j'avais choisi un type de business model, mais ça pourrait être autre chose. Le sommet, en fait, toutes les interviews étaient accessibles gratuitement pendant 48 heures. Si tu voulais y accéder, il fallait t'inscrire. Mais l'inscription était complètement gratuite. Et au-delà des 48 heures, tu avais la possibilité d'acheter un coffret qui comprenait les interviews, mais aussi une série de bonus, d'appels en live, enfin bref. Donc, quelque part, l'idée par rapport à ça, c'est un business model. Le tien n'est pas comme ça. Les gens ne doivent pas s'inscrire pour venir à ton podcast. Ce que j'essaie d'illustrer là, c'est qu'en fait, quand tu disais, mais qu'est-ce que ça change pour les entreprises, je pense que c'est une manière d'y répondre aussi, c'est qu'il y a plein de business models autour du média. Celui que je suis en train de t'expliquer là par rapport au sommet est un type. Il y en a d'autres. Et donc, quelque part, si je reviens à ce que je te disais, François, j'ai emmené les gens dans mon espace. Et donc là, en gros, d'ailleurs, tu me l'as dit toi-même, il y avait quelque chose de très accueillant, il y avait beaucoup d'hospitalité. C'était vraiment mon espace, tu vois. Sur les réseaux sociaux, c'était, je dirais, en tout cas en lien avec le sommet, c'était l'étape précédente qui te donnait envie de t'inscrire ou pas. Et du coup, moi, j'ai presque envie de te poser la question en retour, si je peux me permettre, François, c'est est-ce que toi, dans ton podcast, tu as aussi l'impression que c'est différent des réseaux sociaux et que c'est ton espace à toi, ton cocon à toi dans lequel tu invites les gens? Comment est-ce que toi, tu raisonnes par rapport à ça avec ton podcast? Alors, moi, mon podcast, en effet, c'est mon cocon. C'est mon observatoire. C'est ce temps que je m'accorde à vouloir découvrir, apprendre de quelqu'un d'autre Ouais. et de pouvoir le partager et le transmettre. Parce qu'il me semble qu'il est important justement d'élever le niveau de connaissance des gens. Il y a beaucoup de gens qui font des choses parce qu'elles ne savent pas faire autrement ou qu'elles n'ont pas forcément accès à cette connaissance. Et donc, l'objectif du podcast, c'est de faciliter la transmission d'une connaissance sur des sujets précis, comme aujourd'hui, on parle des médias. Et puis, je pense... Excuse-moi, vas-y, c'est parce que j'avais une idée en t'écoutant pour compléter. Vas-y. C'était quoi ton idée?
Mais il y a une question de temps long aussi. Tu vois, par exemple, ton podcast, tu me disais, tes épisodes durent généralement 30, 40 minutes. Mes interviews du sommet, tu te rappelles, la tienne durait 1 heure. Elle durait, Hmm. je dirais, entre 50 minutes et 1h10. Il y a aussi une forme de temps long, en fait. Alors, tous les médias ne sont pas sur des temps longs, mais quelque part, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de posts qui défilent. Et donc là, pour moi, c'est vraiment le réseau social permet d'emmener les gens dans ton univers, en fait. Même si le réseau Hmm. social fait déjà partie de ton univers, puisque déjà, généralement, on a une charte graphique, on a une manière de s'exprimer qui est la nôtre, on a parfois une manière de disposer des photos, des visuels qui sont reconnaissables, tu vois. Mais quelque part, en fait, on descend plus dans l'intimité, enfin, ou dans la rencontre en étant, je trouve, dans un média. On donne davantage accès à soi, que ça soit à soi en tant que personne ou à soi en tant qu'entreprise. Hein. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, c'est vrai que ça permet d'une certaine manière, d'être sans filtre, d'être soi et d'exprimer. Ensuite, il y a des gens qui seront d'accord et des gens qui ne seront pas d'accord. Ça fait Exactement. partie du jeu. Et il faut aussi avoir la capacité d'accepter. Hein. On ne Oui. peut pas plaire à tout le monde. Et c'est normal. Mais c'est un exercice assez intéressant dans le sens où, en effet, il n'y a pas de filtre. Donc, on ne met pas la photo parfaite, entre guillemets. Mmh. Euh, voilà, on vient avec ses forces et ses faiblesses Oui. et son authenticité. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, l'outil, par exemple, moi j'ai choisi le podcast parce que je trouve que c'est facile, non seulement de production, mais c'est aussi facile d'écoute. C'est un Mmh. média qui est assez facile à écouter dans les transports, Oui, tout en à fait. faisant la cuisine, etc. Il n'y a pas besoin de matériel. Moi, je vois par exemple mon podcast à 95%, il est écouté sur des smartphones et pas sur des ordinateurs, etc. Donc, c'est quelque chose. Et le smartphone aujourd'hui, c'est une extension de la main de chacun d'entre nous. Donc, voilà. Et puis, j'aime bien l'audio. Donc, voilà. Mais ce que je trouve intéressant, et la question que je me pose quand même, c'est que dans Mmh. les entreprises aujourd'hui, il y a aussi une question de durée. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que quand on met, à l'époque, quand on faisait des pubs dans un magazine ou quoi que ce soit, j'ai toujours trouvé ça quelque chose de plutôt éphémère. Clairement. C'est-à-dire que je prends le magazine, j'achète le magazine, je lis le magazine et après je mets le magazine sur le côté. Est-ce que j'ai vraiment vu cette pub ou quoi que ce soit? C'est plutôt éphémère. Alors que l'avantage avec, comment dire, avec les médias d'aujourd'hui, on parle de YouTube entre autres, ou Oui. du podcast ou du livre, c'est quelque chose qui n'est pas éphémère, c'est quelque chose qui est là Oui. et qui reste et qui permet aux gens de, s'ils n'ont pas eu le temps de le voir cette fois-ci, d'y revenir, etc. Et moi, je vais te retourner la question parce que toi, tu as écrit un livre Oui. et donc, par rapport à l'écriture de ce livre, quel est l'objectif justement? Pourquoi écrire un livre? Quelle est l'intention derrière au point de vue communication? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a animé personnellement, que tu avais besoin d'écrire, ou est-ce qu'il y a aussi une intention de dire, bah voilà, de partager cette connaissance et puis d'avoir un impact? Est-ce que c'est aussi de me faire connaître? Quelle était l'intention derrière tout ça? Je te remercie de me poser cette question à laquelle j'ai beaucoup de plaisir à répondre. Je te dirais que la première chose, et s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont déjà écrit des livres, je pense qu'elles vont se reconnaître dedans. Et s'il y en a dont c'est le projet, ça pourra peut-être les aider à le valider ou à l'invalider. Euh, pour moi, à la base de l'écriture d'un livre, il y a une réelle impulsion. Il y a un réel, même au-delà d'une impulsion, c'est un appel. Je discutais l'autre jour avec un auteur qui me disait parfois c'est plus le livre qui vient à toi que toi qui vas au livre, tu vois. Et moi, je savais, en fait, bah, tu sais que j'ai fait des études de journalisme de communication. Et quelque part, j'ai toujours su que j'écrirais un jour un livre. Ça faisait vraiment partie de mes grands rêves, François, tu vois. Et j'avais déjà commencé en 2010, du temps où, dans mon ancienne vie professionnelle, quand je bossais dans les huiles essentielles, que je suis revenue de mon tour du monde des huiles essentielles, je m'étais dit, tiens, je vais écrire un livre sur mon expérience. Sauf que là, ça m'a permis de créer mon entreprise dans les huiles essentielles. Et puis, ce projet de livre, c'est un peu, voilà, c'est un peu perdu en cours de route. Et donc, je ne l'ai jamais fait. Mais l'idée d'écrire un livre ne m'a jamais quittée. Et je savais très bien qu'un jour je le ferais. Tu vois, quand je te dis que c'était un appel, c'était vraiment un réel appel en fait. Et je peux peut-être raconter l'histoire parce qu'elle est mignonne en 2 mots. Donc
nous sommes en novembre 2021 et là, je décide d'aller à une journée de formation pour publier son livre business. Donc là, ça répond quand même à ta question. Il y avait quand même une réelle... Je n'étais pas dans l'idée d'écrire un roman, par exemple, tu vois, ou un récit autobiographique. J'étais dans l'idée d'écrire un livre business. Et donc là, je vais... à une journée de formation en me disant, et la promesse, d'ailleurs, c'était un des intervenants de mon sommet aussi, qui est David Valsé-Machinant, et la promesse de la journée était, vous ressortez que la table des matières de votre livre. Je me suis dit, ok, il est bien gentil, David, puisque, outre, je le connaissais personnellement, ça faisait longtemps que j'avais plus vu, mais j'avais déjà collaboré avec lui, donc je le connaissais. Je me dis, ok, c'est sympa, mais moi, j'y croyais pas vraiment que j'allais sortir avec ma table des matières. Par contre, tu vas me dire peut-être pourquoi, mais alors Catherine, pourquoi tu y allais, en fait? Mais parce que c'était une manière aussi pour moi de marcher vers ce projet, tu vois, de donner aussi, de marquer mon intention qui était, OK, un jour, parce qu'à l'époque, là, en novembre 2021, j'étais toujours sur le un jour, j'écrirai un livre. Et donc, si tu veux, donc, et à 16h, figure-toi que j'avais la table des matières devant mes yeux et elle a très très peu changé par rapport à la table des matières que j'ai aujourd'hui, qui est structurée autour de mes 3 M, les médias, dans l'ordre du livre, c'est le monde de l'invisible, le monde des affaires et les médias. Et donc là, je me suis dit, tu sais, quand je me suis retrouvée avec cette table des matières devant les yeux, je me suis dit, bah là, ça y est, c'est maintenant. En fait, ça va être ton projet 2022, puisqu'on était fin novembre 2021, ça va être ton projet 2022. Et de fait, ça a été mon projet 2022. Donc, je suis même partie au Mexique pour écrire. J'ai écrit les 2 premières parties de ce livre au Mexique. Je me permets de le raconter parce que tu es dans le domaine du tourisme et du voyage. Donc, ce livre, moi, je suis très très sensible aux énergies des lieux. Et donc, les 2 premiers chapitres, le monde des affaires et le monde de l'invisible ont été écrits au Mexique. La partie sur les médias a été écrite à Bruxelles, ce qui est amusant parce que c'est là-bas que j'ai fait mes études de com. Et la relecture globale a été faite au Maroc. Donc, quelque part, ce livre vibre, si tu veux, de tous ces pays et m'a aussi influencée, parce que moi, je suis assez, je dirais, perméable, et j'aime beaucoup ça, aux énergies des lieux. Bref, tout ça pour te dire que puisque je te disais, mon idée n'a jamais été d'écrire un roman. Et j'ai suivi une formation pour écrire un livre business. En fait, pour moi, c'était l'agrégation de mon expertise et de mon expérience. En fait, du coup, il y a beaucoup d'exemples de comment je travaille avec mes clients. Il y a beaucoup de choses par lesquelles moi je suis passée, mes propres perceptions remises en place avec toute une série d'éléments théoriques. Mais donc, il y a notamment tout un chapitre sur l'argent dont on me parle très souvent, qui a l'air d'avoir marqué les esprits. Et il y a en effet toute la dernière partie, puisque le livre est structuré en 3 parties, comme je te disais, toute la dernière partie est dédiée aux médias. Et donc là, il y a d'abord une première partie, il y a 3 sous-parties dans cette partie média. La première partie est dédiée vraiment à la communication. Comment est-ce que moi, je considère une communication authentique et impactante? Il y a une deuxième partie qui est vraiment sur ce que j'appelle, moi, les enjeux médiatiques. Donc, en fait, en gros, tout ce qui est manipulation des médias. J'explique un peu ce que j'ai vu aussi dans mes études de journalisme. Puis, il y a une partie, ce que j'appelle, moi, la vibration des médias, le fait que les médias vibrent aussi de leur propre énergie, que ce soit ton podcast expérientiel, que ça soit mon sommet, mais les médias de manière générale. Donc, j'explique un peu tout ça. C'est plus une théorie que moi, j'ai développée. Et la dernière partie, et là, tu vas voir, c'est vraiment comment est-ce qu'on intègre son média dans son business model. Et ça recoupe ce que je te disais tout à l'heure, que par exemple, que ça soit ton podcast ou que ça soit mon sommet, on est sur 2 business models différents. Le business model du sommet, c'est je fais rentrer les gens dans un espace en échange d'une adresse mail et après, je peux leur proposer une série de choses, tu vois. Et on est sur un moment court. On était là sur une semaine, comme tu l'as dit, c'était de fin novembre à début décembre, donc ça a duré une semaine, tu vois. Toi, ton podcast, on est plutôt sur un temps long, mais quelque part, c'est aussi une manière que les personnes te connaissent, que tu puisses être recommandé. On en parlait d'ailleurs justement off tous les deux. Ça t'ouvre aussi à un réseau. Tu vois, mine de rien, tu es arrivé dans mon sommet par une de mes anciennes clientes que tu avais interviewée dans ton podcast. Hein. Donc, je veux dire, quelque part, je trouve que là où on en est aujourd'hui, c'est une belle illustration aussi, tu vois. Et puis, quelque part, mon sommet a permis aussi de t'apporter de la visibilité, tu vois. Alors, comment on développe justement une communication authentique? Tu as parlé de ça tout à l'heure. Quels sont les critères? J'imagine qu'il y a déjà l'intention qu'on met derrière cette stratégie de communication. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, moi je lis toujours authentique et impactant, tu vois, parce que pour moi ça peut être difficilement impactant si c'est pas authentique, en tout cas dans ma grille du monde à moi.
Et si c'est authentique et que c'est pas impactant, c'est un peu dommage. Alors impactant, ça veut pas dire pour autant que ça doit impacter 1 million de personnes, quoique pourquoi pas, hein. Mais pour moi, impactant, c'est-à-dire ce que je mets derrière impactant, c'est que ça ait touché les bonnes personnes en fait. C'est déjà ça. Et puis ça peut être 5 personnes ou 5 millions de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et Pour moi, qu'est-ce que là, tu mets derrière le mot impactant exactement? je vais. Eh bien, si tu veux, écoute, je vais répondre. Tu vas voir, je vais faire le Ouais, lien entre le visible et l'invisible, et puis tu me diras si ça a répondu à la question, et puis si pas, je d'accord. repréciserai. En tout cas, pour moi, pour répondre à ce côté authentique et impactant, une communication qui est authentique et impactante, je vais te dire que pour moi, je vais toujours faire le lien entre le visible et l'invisible. Donc, c'est-à-dire quelque part, c'est une communication. Et là, je vais commencer par expliquer à quel point moi je trouve que la dimension énergétique a de l'importance. Je vais t'expliquer. Donc, euh, même si les gens ne vont pas pouvoir le dire en tant que tel, même si tes auditeurs, tes téléspectateurs ne pourront pas pouvoir le dire, même les personnes sur les réseaux sociaux, je suis complètement convaincue, pour l'avoir expérimenté d'ailleurs moi-même, c'est que l'énergie dans laquelle toi tu es en tant que créateur de contenu, quel que soit le média, hein, si je sais pas moi, si t'es vraiment, je vais tirer des gros traits évidemment, et puis les personnes qui nous écoutent mettront le curseur où ça leur parle, tu vois. Mais quelque part, si tu es un jour voilà, tu fais une super belle rencontre, tu es en train de faire un super chouette épisode, tu sens vraiment que ça te porte. Moi, je suis convaincue que quand ça sort, au niveau énergétique, ça passe. C'est-à-dire que les personnes vont ressentir. Alors, ils vont pas se dire, oh, ce jour-là, François, il était en super forme. C'était peut-être son intervenant préféré de l'année. Tu vois, non, les gens n'ont pas accès à cette information-là. Mais il y a quelque chose qui va passer, tu vois. Mm. Contrairement, je suppose que ça t'est déjà arrivé, comme ça déjà probablement arrivé aux personnes qui nous écoutent. Je vais prendre l'exemple d'un post sur les réseaux sociaux qui à un moment fait un gros flop. Tu vois, genre toi, tu trouves que c'est super intéressant et en fait, ça n'intéresse personne. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, bref, tout ça pour te dire que ça peut être aussi, on a tous des jours où on est en meilleure forme et des jours où on est en moins bonne forme. Tu vois, on a peut-être appris une mauvaise nouvelle, ou je sais pas moi, on s'est disputé avec son conjoint. Enfin, j'en sais rien, mille et une raisons qui fait qu'on n'est peut-être pas Tout à on n'est fait, peut-être oui. pas au top de notre forme. Ça nous arrive à tous. Et donc, quelque part, et là, tu vas faire aussi pour moi, c'est très marquant quand tu fais tes actions de communication dans l'énergie de je dois. Oh merde, il est déjà 16 heures, je dois absolument sortir mon truc aujourd'hui. Tu vois, je dois absolument sortir mon épisode, je dois absolument écrire mon post. Et ben, de nouveau, pour moi, ça, dans l'énergie, ça passe. Alors, personne, de nouveau, ne va se dire, oh là, jour-là, François, il était vraiment à la bourre, il était hyper tendu, tu vois. Mais je suis convaincue que ça passe, en fait, vraiment. Et donc, c'est pour ça, quand je te dis authentique, impactant, parce que pour moi, les deux sont liés. Authentique, ça parle de toi, en fait. Ça parle de qu'est-ce que je livre de moi? Est-ce que je livre des choses qui sont justes pour moi? Ça veut pas dire pour autant que tu dois aller raconter ta vie, hein. Après, c'est un parti pris. Tu peux très bien, pour moi, dans je dirais, cette ligne intimité, chacun décide de partager ce qu'il veut. Et puis, on sait bien que ce qu'on partage sur les réseaux sociaux ou même dans les podcasts ne sont qu'une partie, ou dans les événements digitaux, peu importe, ne sont qu'une partie de notre réalité. Ce n'est jamais toute la réalité. Ça, on est bien d'accord. L'énergie d'un dirigeant, en général, c'est le business, quoi. Comment on arrive à lier le business et justement cette authenticité, cette énergie, cet invisible dont tu parles? Il y a peut-être des auditeurs qui vont dire, eh, les gars, revenez sur Terre, là, on parle business, etc. Et c'est peut-être aussi que pour ça, dans ces cas-là, qu'on a une communication qui est très axée sur la vente de produits principalement et qui ne raconte pas des histoires. Est-ce que c'est donc de se connecter à cette énergie et à soi, à ce qui nous anime au quotidien dans nos métiers? Est-ce que c'est justement l'opportunité de raconter des histoires, de nouveaux récits et de donner envie d'une manière différente? Là, je t'ai illustré l'invisible, en fait. Après, pour moi, il y a tout le côté visible et matière. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon livre Réunir la matière et le monde de l'invisible dans votre entreprise. Parce qu'en effet, il y a l'intention. En fait, on parlait d'intention, hein, par rapport aux exemples que je te donnais juste avant. Mais au-delà de l'intention, pour moi, il y a aussi des stratégies à mettre en place, tout simplement. Enfin, tout simplement. Et puis, parfois, c'est pas si simple que ça. Mais des stratégies, notamment, c'est quoi une ligne éditoriale? C'est quoi ma ligne éditoriale? Moi, je suis souvent effarée d'avoir des clients qui arrivent chez moi pour mettre en place des médias qui ont une vague idée de ce qu'est une ligne éditoriale, en fait, tu vois. Et donc, comment est-ce que je mets en place une ligne éditoriale? Comment est-ce que je mets en place un planning de publication? Tu vois ce que je veux dire? Et au-delà de ça, bien sûr, c'est
qui est ma cible, à qui je m'adresse. Parce que pour revenir à ce que tu disais juste avant, François, pour moi, le média, podcast, événements digitaux, livres, enfin voilà, je vais pas à chaque fois tous les reciter, blog, mais que voilà, les personnes bien au-delà des réseaux sociaux, c'est aussi une manière quelque part de faire connaître son expertise et ce qu'on vend, que ça soit des services ou des produits. Ce que moi je trouve extrêmement intéressant et extrêmement puissant, et ça reboucle sur les premières questions que tu m'avais posées, c'est qu'en fait le média te permet, comme on peut être sur un temps plus long, comme on peut être dans ton espace, dans ton univers, dans ton cocon dans lesquels tu emmènes les gens, c'est une manière aussi de donner accès à toi sans foncièrement être dans de la vente directe. Alors, c'est nécessaire à certains moments de faire de la vente directe, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça permet aussi en fait de pouvoir vraiment donner accès à qui je suis. Je vais te donner un exemple. Quand je fais mon sommet, typiquement, ça veut dire les sujets que je choisis donnent déjà une série d'infos sur qui je suis. Quand j'intitule mon sommet le média au service du business, c'est que, a priori, j'ai des choses à dire là-dessus. C'est que j'ai une expertise à ce sujet-là et que c'est une manière dont moi, j'entrevois le monde de l'entreprise, tu vois, ou une manière, en tout cas, de développer le monde de l'entreprise. Donc déjà rien que ça donne une série d'infos. Les visuels que je vais choisir vont donner une série d'informations. Toi aussi, quand tu es en interview, que ce soit toi ou moi, déjà, l'intonation de notre voix, les questions qu'on va poser, pour moi, je trouve que quand on interviewe quelqu'un, en fait, lors d'une interview, ça donne une série d'infos sur la personne interviewée, puisque c'est en effet elle qui répond aux questions, mais ça donne aussi une série d'infos sur la personne qui interviewe. Quand là, tu es en train de m'interviewer, ça donne une série d'infos à tes auditeurs de qu'est-ce qui, toi, t'intéresse, de tes propres croyances, de tes propres valeurs, de ta propre perception du business, François. Déjà, même à la base, le choix de tes invités va déjà donner une série d'informations sur la manière dont toi tu conçois, je vais prendre ton exemple à toi, mais le tourisme positif, tu vois, ou l'entreprise de manière générale. Donc tout ça, pour moi, ça va déjà être en fait une série d'infos qu'on va transmettre à nos clients potentiels ou aussi à nos clients, aux personnes qui sont déjà nos clients, et où ça va leur donner envie, en fait, de nous recommander, de travailler avec nous, peut-être de découvrir d'autres facettes de notre business ou de nos domaines de compétences qu'ils ne connaissaient pas. Dans le sommet, j'avais des intervenantes qui disait que elle a aussi un podcast, mais elle n'a pas autant d'épisodes que toi parce qu'elle est encore au début, ça fait que 6 mois qu'elle l'a créé. Mais elle disait que c'était une réelle bibliothèque de ressources. Elle est hypnothérapeute. C'est une réelle bibliothèque de ressources pour ses clients, tu vois. Donc, il y a le côté invisible, bien sûr. Dans le côté invisible, il y a le côté intention. Il y a le côté qu'est-ce qui est juste avec moi. Et là, moi, je vais toucher à la contribution au monde, que ce soit ma contribution au monde en tant que personne ou ma contribution en tant qu'entreprise. À quoi mon entreprise contribue. Tu vois, là, on est sur la question du sens, en fait. Mais aussi au niveau, je dirais, visible et matière, c'est quelles sont mes stratégies, à quel public je m'adresse, quel est mon format, parce que toi, ça t'a semblé assez juste que le podcast était le format idéal pour toi. Moi, je fais plutôt dans le multimédia, en fait. J'ai jamais créé de podcast, peut-être ça viendra un jour. Par contre, j'ai fait des interviews j'ai une chaîne YouTube, j'ai un blog, j'ai mon sommet digital, j'ai écrit un livre. Donc, quelque part, si tu veux, c'est aussi de sentir quel est le bon média pour moi, parce que le podcast a quand même très fortement le vent en poupe depuis quelques années. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est le bon média pour tous les entrepreneurs ou toutes les entreprises. Et c'est là que la stratégie est importante, tu vois. C'est là et là, la question que j'ai à te poser, justement, c'est quelles sont les questions qu'on doit se poser pour choisir le bon média pour son entreprise? J'adore. Pour moi, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe déjà parce que à la base d'un média d'entreprise, que ça soit un seul entrepreneur ou que ça soit une entreprise, il va y avoir des gens qui vont se mettre autour de la table pour discuter du sujet, tu vois. Et pour moi, en tout cas, il y aura une personne qui sera en charge de ce média. Et c'est important pour moi que ça soit des médias avec lesquels toi, tu résonnes. Tu vois, je dis souvent à mes clients, parce que j'accompagne aussi des clients à créer leurs propres médias, je leur dis souvent, si vous n'aimez pas moi, je ne sais pas si tu connais ce podcast de Mathieu et Stéphanie qui dure 3 heures. Donc, Génération Do It Yourself. Donc, évidemment, c'est pas un podcast que j'écoute en une fois, mais j'aime beaucoup ces podcasts et c'est un parti pris. Toutes ces interviews font entre 2h45 et 3h15, tu vois. Donc, c'est un réel parti pris. Et donc là, je prends l'extrême pour illustrer, mais
quelque part, si toi, tu n'aimes pas ce type de format, enfin, je dis souvent à mes clients, si au bout de 10 minutes, vous décrochez d'un podcast, vous êtes quelqu'un qui a besoin de visuel, n'allez pas créer un podcast parce qu'on vous dit que le podcast, et ça, c'est tout à fait valable pour les entreprises aussi, parce que quelque part, vous pensez que c'est le média du moment. Oui, non, non, oui, bien sûr, il y a un engouement autour du podcast, mais il y a toujours de la place pour les blogs, les livres, les chaînes YouTube, enfin, tout ça existe toujours. Donc, il y a déjà ça. Pour moi, déjà, c'est avec quel média vous raisonnez, en fait. Ou avec quel média résonnent au sein de l'entreprise les personnes qui vont être porteurs de ce projet-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est, il y a des métiers où ça a vraiment du sens d'avoir de l'image. Parce qu'il y a peut-être des choses à montrer. Il y a peut-être, surtout, je pense, quand on vend des produits, je pensais notamment à une marque de vêtements, Septem, qui n'existe plus maintenant, mais qui, elle avait un podcast, mais elle avait aussi, tu vois, elle avait beaucoup travaillé son Instagram, donc il y avait beaucoup de visuels. Donc, elle avait besoin d'un espace visuel. Tu vois, elle aurait pas pu, en vendant une ligne de vêtements, où je pense à Gémio, notamment de Pauline Léniaud, qui a aussi un podcast, mais elle a aussi une chaîne YouTube. Et donc, à certains moments, il y a aussi besoin d'aller montrer des produits. Peut-être que toi, dans le tourisme, c'est pas foncièrement nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, et là, on parle toujours de stratégie, en fait. C'est, est-ce que j'ai besoin qu'il y ait un support visuel? Est-ce que j'ai besoin qu'il y ait de la voix ou de l'oral? Ou est-ce que tout peut passer à l'écrit? Parce que le visuel, ça peut être aussi des articles de blog avec de très belles photos, hein. Oui, tout à fait, oui. Mais pour moi, là, on parle toujours de stratégie parce que créer un média, on peut créer un média, je dirais, même sans que ça soit lié au business. Mais à partir du moment, pour moi, on est sur du média d'entreprise, ça va de pair avec une série de stratégies, en fait. Mhm. Donc Sinon, c'est pas un aujourd'hui, média d'entreprise. ok, oui, tout à fait. Mais par exemple, tu parlais du podcast où il y a un engouement, etc. Mais on se rend compte quand même que la durée de vie par rapport à l'évolution technologique qui avance à vitesse grand V, est-ce que justement le futur des médias, tu m'as dit qu'elle est en pleine révolution, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a encore à venir? Qu'est-ce que tu imagines, toi, qui va se développer dans les années à venir? Bon, j'ai pas de boule de cristal, hein, donc je pourrais Non, pas non, te dire exactement ce qui va se développer. Je pourrais mais te tu dire, l'imagines comment, toi? oui, oui, ça, je peux évidemment bien sûr te répondre. Je pense que c'est une dynamique qui ne va aller qu'en s'amplifiant. Je ne pense pas que c'est quelque chose sur lequel on reviendra en arrière. Et personnellement, je ne suis pas partisane qu'on revienne en arrière. Quand je dis revenir en arrière, c'est-à-dire, comme je t'ai donné l'exemple au tout début de l'interview, de quand moi j'ai fait mes études de communication, où en fait, en gros, personne ne savait servir d'une caméra, ou très peu de personnes. En fait, ça demandait quand même une technique et c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Moi, je suis assez fan en fait de cette révolution médiatique. Par contre, elle va demander pour moi et de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de contenus. Après, il y a des contenus de grande qualité, il y a des contenus qui ne sont pas très qualitatifs, hein. Bon, après, c'était déjà le cas aussi dans les médias, on va dire, mainstream ou traditionnels. Mais bon, ici, quelque part, le phénomène s'est amplifié. Et puis, on en parlait tous les deux en off, mais parfois, tu vois que ton podcast est écouté sur les 5 continents. Moi, je te disais, oui, j'adore voir quand je regarde mon sommet que je suis écouté au Guatemala, en Australie. Enfin, tu vois, ça a aussi permis, cette révolution médiatique, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit, ça a aussi permis une ouverture des frontières absolument hallucinante, tu vois. Tout à Donc, fait, oui. pour moi, ça va, parce que même si nous deux, on s'exprime en français, des francophones, il y en a partout. Tu es un bon exemple. Tu as vécu, je pense, dans plein de pays qui n'étaient pas francophones à la base. Et pourtant, j'imagine que tu devais consommer des médias qui étaient de langue française, tu vois. Donc, et aussi tous les expatriés. Et donc, quelque part, pour revenir à ça, ça va demander pour moi d'être encore de plus en plus conscient de ce qu'on partage en fait, parce que pour moi il y a une responsabilité en tant que créateur de contenu, à savoir une forme d'éthique, une forme de recouper ses sources, et là on rejoint le côté authentique quand on parlait de communication authentique tout à l'heure, de partager des infos qui sont vraies aussi, tu vois, et donc quelque part, pour moi, il y a une responsabilité du créateur de contenu, mais il y a aussi une responsabilité du consommateur de contenu.
Et moi, je trouve qu'on a tous un rôle à jouer parce qu'on est tous et continuellement soumis, à moins de ne pas avoir de smartphone, mais c'est quand même assez rare, on est tous et tous soumis à du contenu en continu, que ça soit voilà, sur les réseaux sociaux, mais aussi voilà, sur YouTube, via des podcasts, peu importe. C'est d'avoir aussi conscience de la responsabilité qu'on a dans ce qu'on consomme, donc dans le choix je dirais, des médias qu'on décide d'écouter ou de regarder, mais aussi dans ce qu'on relaie. Pour moi, il y a une réelle, en fait, responsabilité et elle est des deux côtés. Et donc, pour répondre à ta question, c'est que pour moi, ce phénomène ne va faire que s'amplifier, mais ça va aussi aller pour moi avec une nécessité. Enfin, en fait, c'est l'éducation média dont je te parle là, hein, de s'éduquer D'accord. aux médias, en fait. Et tu sais, c'est quelque chose que je constate encore. C'est, tu sais, parfois le côté, oui, c'est vrai parce que ça a été dit à la télé. Oui, c'est vrai parce que ça a été dit sur YouTube. Un peu d'esprit critique. De nouveau, je tire un gros trait, hein, François. C'est pas tout. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très conscientes de ça, mais j'entends encore trop souvent dans mon entourage perso ou pro un manque, je dirais, de prise de recul, ou en tout cas parfois ça met un peu de temps sur ce qui est dit dans les médias en fait. Donc pour moi, il y a vraiment ça, il va y avoir un phénomène d'amplification qui va nécessiter davantage d'éducation aux médias. Et pour les D'accord. entreprises, et pour reboucler par rapport aux entreprises, moi je pense vraiment que c'est un super outil de, de communication, enfin, peut-être aussi parce que on n'est jamais à l'abri d'une forme de saturation des réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Moi, je sais que j'ai des personnes dans mon entourage qui, à un moment, ont perdu leur compte, tu vois? Or, quand c'est ton espace, mon sommet, je perds mon Instagram, je perds mon LinkedIn, mon sommet, il existe toujours sur ma propre plateforme, tu vois? Pareil pour toi et ton podcast. Donc, ça permet aussi pour moi, d'une part, d'être maître, j'en parlais tout à l'heure, hein, mais d'être maître de son contenu. Et pour revenir par rapport aux entreprises, ben, c'est aussi une manière de se démarquer dans un marché qui pour l'instant est quand même assez compliqué, notamment je pense parce qu'on en parlait tous les deux, ben, on a aussi, je dirais, les ondes du post-Covid. Et donc, quelque part, ça permet aussi ben, de peut-être de fédérer, en fait. Tu vois, de fédérer davantage autour de son entreprise, autour de son business. Et donc, moi, je ne pense pas que, et c'est peut-être là-dessus que je terminerai, je ne suis pas en train de dire que toutes les entreprises doivent créer un média, parce que créer un média, et je pense que tu vas pas me contredire là-dessus, ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande d'y consacrer de l'énergie. Et donc, même au sein d'une entreprise où il y a énormément de collaborateurs, ça demande d'aller vraiment, qu'il y ait des personnes qui soient dédiées à cette tâche-là, tu vois. Et donc, quelque part, oui, ça peut être un super levier pour le business, et je pense que je l'ai illustré de différentes manières au cours de notre interview. Ça peut être un super levier, mais c'est important d'y mettre les moyens. Et donc, ce que j'ai peut-être envie de dire, c'est oui, cet engouement est là. Oui, pour moi, ça va ne faire que s'accélérer. Mais si vous, en tant qu'entreprise ou qu'entrepreneur, vous y rentrez, c'est d'y rentrer en connaissance de cause, en fait. Mm. Et donc, ça pointe quelque chose. Ça veut dire que les personnes qui sont responsables de la stratégie de communication de l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise, Mhm. leur formation, leur niveau de connaissance doit évoluer aussi par rapport à l'évolution des possibilités de communication, sans Peut-être. devenir des experts. Après ça, tu peux toujours, bien sûr, déléguer. Tu as une série de personnes. Enfin voilà, t'as des personnes par exemple qui montent des podcasts. T'as des personnes, enfin voilà, qui montent des vidéos. Enfin, il y a vraiment, enfin il y a toute une série aussi de métiers auxquels et de prestataires auxquels tu peux faire appel. Mais je pense en effet qu'il y a une réflexion médiatique à avoir en fait. Mmh, mmh, mmh. À la base, Mais tu sais, dans les, je dirais, dans les départements de communication, il y a une stratégie médiatique à avoir. Je pense qu'il y en a toute une série qui l'ont, mais peut-être il y en a une série, ben, il y a peut-être besoin d'aller s'y intéresser davantage. Et suite à ça, de se dire, ben, est-ce que j'embarque dans cette aventure médiatique, à savoir podcast, chaîne YouTube, blog, et à ce moment-là, comment est-ce que je me donne des moyens et soit est-ce que j'ai les moyens en interne, soit est-ce que j'engage des personnes, soit est-ce que je délègue une partie, tu vois. alors, on est au début de l'année. Oui. Cette année 2024, tu la vois comment justement au point de vue médiatique Tu veux dire pour moi ou de manière générale? pour toi Ah, et pour de moi? manière générale?
Pour moi, écoute, là, comme je te disais, c'est assez amusant. Je retourne un peu plus vers mon métier de journaliste, tout en continuant, bien sûr, la consultance en communication et d'accompagner les clients, notamment sur la création de leurs médias et sur le développement de leur business. Mais donc, je dirais que cette année 2024 s'annonce encore peut-être plus médiatique que toutes les autres pour moi. Donc avec peut-être un autre projet de livre qui est en train d'être je ne suis pas encore certaine, mais c'est possible qu'il y ait un deuxième livre qui se mette en route. Et de manière générale, je dirais que ça va rejoindre ce que je te disais précédemment, c'est que ce phénomène ne va faire que s'amplifier en fait. En tout cas, c'est comment moi je le vois. Et donc on est dans une forme de... pour moi, on est toujours dans cette révolution médiatique, en fait, tu vois. Et donc, je pense aussi que cette forme de révolution médiatique va aussi amener de l'innovation. Et probablement des personnes qui vont commencer à s'approprier les médias autrement, à créer encore de nouveaux types de médias, tu vois. Si on avait su, tu sais, il y a 25 ans, qu'on ferait un podcast comme on fait aujourd'hui, non. Hein. Donc, je pense que... Oui, moi, je dirais, on va vers de l'innovation médiatique. Enfin, on y est déjà, mais pour moi, elle est en route. Et personnellement, moi, je trouve ça assez génial. Si ce n'est, comme je te disais, je reboucle là-dessus, que ça va avec une forme de conscience et d'éducation aux médias. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Catherine, allez, c'est ma dernière question. Vas-y. Tu écris, tu fais de la vidéo, tu fais de l'audio. Je fais des interviews. Des interviews, etc. Lequel de ces différentes disciplines, je vais faire comme le ministre de l'Intérieur, laquelle de ces disciplines tu préfères? Je te dirais que mon kiff ultime, c'est l'interview, vraiment. Ouais, pourquoi? Parce que c'est une manière de rencontrer l'autre, parce que c'est des échanges que moi je trouve toujours extrêmement intéressants. Donc j'aime beaucoup être interviewée, mais j'aime aussi beaucoup. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est moi qui ai commencé par t'interviewer pour le sommet. C'est chaque fois des rencontres tellement enrichissantes. Et alors, ce que moi j'aime beaucoup aussi dans les interviews, c'est que c'est souvent un retour que j'ai reçu de mes personnes interviewées, c'est que ça leur fait faire des prises de conscience, ça leur permet peut-être parfois de prendre du recul sur leur propre business, sur la manière dont ils fonctionnent. Et j'ai encore eu cette année-ci 2-3 très très belles prises de conscience pendant le sommet, en direct pendant les interviews. Donc ça, c'est une chose. Et parce que moi, en fait, chaque fois, ça me fait avancer aussi sur mon propre chemin. Ça m'apporte des réponses pour moi, même si je ne viens pas dans l'interview. Oui, il y a les questions que j'ai préparées et que je pose à la personne. Et après, il y a des questions peut-être d'ordre plus personnel ou professionnel qui n'ont rien à voir avec l'interview. Mais il m'arrive très souvent dans ces rencontres-là d'avoir des réponses, en fait. Ou des pistes de réflexion, si ce n'est pas des réponses. Très bien. Merci, chère consoeur. Merci, François, de m'avoir invité. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces informations sur la communication. J'ai beaucoup appris. Et puis, comme d'habitude, j'ai passé un super moment très agréable en ta compagnie. Je te dis à bientôt. À bientôt, François. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.